du projet de crèche. Vous évoquez également la parcelle AP 232. Il doit s'agir d'une erreur car elle ne fait pas partie de l'assiette foncière du projet. Il s'agit d'un transformateur électrique Enedis. Effectivement, nous avons toutes les raisons de remercier le conseil départemental, comme d'ailleurs la CAF, pour son effort financier important et pour sa réactivité, car il nous a autorisés à démarrer les travaux avant le vote de la subvention. Il a bien compris l'urgence pour la ville et pour les familles qui auraient perdu leur place en crèche sans ce projet. Cette aide intervient non dans le cadre d'un contrat ancien, comme vous l'indiquez, mais dans le cadre du contrat de développement Yvelines Plus négocié avec le département. Ce contrat de 5 millions comporte, outre la subvention pour la construction de la crèche modulaire, une aide à la réhabilitation de l'école Salvador Allende. Nous sommes tombés d'accord avec le conseil départemental pour, dans un second temps, un second contrat de développement Yvelines Plus pour 3 autres projets, la construction d'un nouveau pôle éducatif, l'aménagement de la place Michelet et l'aménagement du parc Charles de Gaulle. Pour ce qui est du plan d'aide exceptionnel aux communes de plus de 25 000 habitants du conseil départemental des Yvelines, la ville y avait inscrit 2 opérations, la réhabilitation du groupe scolaire Buisson-Bréja-Kergomard pour 3 537 000 € hors taxes et la réhabilitation de l'école maternelle Schulcher pour 2 257 495 € hors taxes. Ce second projet n'était pas prêt à être réalisé dans le temps imparti. Notre Assemblée l'a donc acté par délibération. Puisque l'enveloppe est globale et non pas fléchée par projet, nous avons sollicité du département que l'ensemble de l'enveloppe soit affectée à la réhabilitation du groupe scolaire Buisson-Bréja-Kergomard, dont les coûts avaient été réévalués, ce qu'il a accepté. Merci. Je vous redonne la parole, Madame Bellala. Oui, juste, alors ce n'est pas le cadastre qui est la preuve de propriété. Et sinon, on me signale qu'il y aura un bug technique sur la transmission sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez cette info de votre côté, mais apparemment, ça coupe tout le temps. Voilà. Oui, Monsieur Ripari, pardon. L'agent en charge de la diffusion, s'occupe de la veille technique. Madame Bellala, je vous en prie, vous avez encore 2 questions orales, si je ne m'abuse. Oui, eh bien, je pense que ça va être spécial pour Monsieur Mickel, mais les 2 suivantes. Car ma prochaine question orale, c'est une demande de bilan des permis de construire. Monsieur le maire, la commission urbanisme existant sous la mandature précédente ayant été supprimée, nous avons perdu la visibilité sur les permis de construire délivrés par la ville. Je vous adresse donc via cette question orale les demandes suivantes. En premier lieu, pouvez-vous donc nous donner le bilan à ce jour concernant la construction de logements collectifs? Premièrement, du nombre de permis de construire qui avaient été accordés définitivement avant votre arrivée à la tête de l'exécutif et qui ont abouti ou vont aboutir à la construction effective de logements sur ce mandat, avec précision des constructions correspondantes. En deuxième point, la précision du nombre de permis de construire en cours d'instruction à votre arrivée, avec distinction entre ceux qui ont été accordés et ont donné ou vont donner lieu à construction effective de logements sur le mandat, et ceux qui ont été refusés par vos services ou contestés par les riverains via des recours, avec, là aussi, s'il vous plaît, précision des projets correspondants. En 3, du nombre de permis de construire instruits depuis votre arrivée, avec là aussi distinction entre ceux qui ont été accordés, qui ont donné ou vont donner lieu à la construction effective de logements sur ce mandat, ceux qui ont été refusés par vos services, contestés par les riverains via des recours, avec là aussi précision sur les projets correspondants. Même question, s'il vous plaît, pour la construction de logements individuels, avec là, simplement, si possible, des précisions, enfin, des ordres de grandeur de construction par quartier. Je profite de cette question pour vous demander ce que deviennent justement les projets de construction de logements collectifs prévus sur le mandat précédent au 82 boulevard Henri Barbus et au 2 boulevard Émile Zola. Et je profite aussi de cette question pour vous demander le bilan de la concertation préalable sur le projet de 39 logements collectifs au 158-162 boulevard Jaurès, qui s'est déroulé du mercredi 13 juillet 2022 au mercredi 7 septembre 2022, en application de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2021. Je ne sais pas si je vais lire tout l'objet de la délibération. Donc, cette délibération prévoyait que sont soumis à la procédure de concertation préalable prévue à l'article L. 103.2 du Code de l'urbanisme les projets soumis à
permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au troisième linéa de l'article L302 du même code, qui sont susceptibles d'affecter la perception des paysages urbains ou d'avoir un impact sur les conditions d'usage de l'espace public en raison de leur importance relative aux caractéristiques du quartier dans lequel elles sont prévues ou de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés. En vous remerciant par avance pour vos réponses. Merci. Monsieur Miquel pour vous répondre. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, j'ai déjà eu l'occasion ici d'expliquer pourquoi cette fameuse commission urbanisme ne se tient plus comme elle se tenait auparavant. Aussi, je n'y reviens pas. D'ailleurs, je note que lorsqu'elle existait, vous étiez déjà insatisfaite de son fonctionnement, puisque, je vous cite dans un article du Parisien le 23 janvier 2019, vous disiez « On découvre les choses au fur et à mesure, permis de construire après permis de construire, il faut davantage de concertation. » Fermez les guillemets. Je constate que l'ensemble de vos questions demandent un travail fin dans les bases de données du service du droit des sols. Aussi, je vous propose de vous faire parvenir par écrit une réponse détaillée qui vous donnera point par point les éléments que vous attendez. Le délai entre la réception de votre question et ce soir ne permettant pas ce travail. Je partagerai bien sûr ces éléments avec l'ensemble de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci Madame Bellala. Il vous reste une question orale, je crois. Je vous remercie Monsieur Miquel. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit partagé avec l'ensemble des Auvillois. Je vous remercie. Alors, la dernière question, c'est une question de plus sur le projet d'aménagement secteur Gare Nord. Donc, je reviens sur ce sujet au travers de cette dernière question orale. Alors, le dossier est ancien et connu et a connu de multiples péripéties peu favorables à la commune, au temps de la ZAC de la gare, dont la ville avait choisi comme aménageur la société Sogard, dont le gérant était Monsieur Claude Hott, lequel est apparemment décédé en mai dernier, ce qui a entraîné dans un premier temps le placement sous administration provisoire de la société Times Square Properties, propriétaire des friches. Cette société est désormais en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre dernier, le jugement d'ouverture fixant la date de cessation des paiements rétroactivement au 2 mai 2021. Il a été répondu à ma précédente question du conseil municipal du 22 novembre que l'établissement public foncier d'Île-de-France, le PFIF, discutait avec le propriétaire pour acheter ces terrains et qu'il n'était pas question pour la ville d'acheter ces biens immobiliers à un prix supérieur à leur valeur du marché. Lors d'une réunion organisée par la commune le 1er décembre 2022 à destination de la copropriété du 14 avenue Charles de Gaulle, l'établissement public foncier d'Île-de-France a déclaré qu'il pourrait envisager des moyens coercitifs à l'encontre du propriétaire des friches. Je souhaite préciser que je ne suis pas la porte-parole de cette copropriété et n'y ai absolument aucun intérêt personnel. Je tiens en revanche à rappeler que vous vous étiez engagé durant votre campagne de 2020 à faire toute la transparence sur le dossier de l'Hexagare. Faire toute la transparence, c'est informer sur les options qui s'offrent à la ville pour débloquer la situation que vous avez trouvée en arrivant à la tête de l'exécutif il y a 2 ans et sur leurs conséquences possibles. Sans ce déblocage, aucun projet ne verra le jour dans ce secteur avant encore des années et nous n'aurons pas de nouveau PLU efficace et pertinent sur la durée. Or, les décisions que vous prendrez dans le cadre de ce dossier pourraient avoir des impacts critiques à court terme sur des particuliers qui n'ont pas demandé à se trouver dans cette situation et à moyen et long terme sur les finances de la commune, car vous nous exposez à des recours contentieux. Mes questions sont les suivantes. Existe-t-il entre Times Square Properties et la ville de Houy des conventions particulières justifiant de privilégier une acquisition de gré à gré à une expropriation ? Comment envisagez-vous de contraindre le juge commissaire désormais en charge de ce dossier ? Comment envisagez-vous de vous engager sur un planning dans le cadre d'une nouvelle liquidation judiciaire de la société propriétaire des friches ? Ce dossier ne gagnerait-il pas en lisibilité si des objectifs clairs étaient annoncés concernant notamment le sort de cette copropriété du 14 avenue de Gaulle, au sein de laquelle j'observe que des transactions ont été réalisées sans exercice du droit de préemption de la ville ou de l'EPFIF dans le cadre de la convention de veille foncière précédente. En effet, en 2020, un appartement a été vendu sous la précédente convention de veille foncière et la ville n'a pas exercé son droit de préemption. Lors de la réunion organisée par la ville le 1er décembre dernier, les copropriétaires ont eu la mauvaise surprise de s'entendre dire que s'ils voulaient céder leurs biens,
le PFIF le rachèterait, quand bien même il n'a pas acquis 3 appartements vendus au cours de l'année précédente. La dernière vente dans cette copropriété daterait de juillet 2022. Lors du conseil municipal de novembre, M. Miquel évoquait la phase d'acquisition foncière. La stratégie de la ville semble être d'éviter de prononcer le mot d'expropriation à l'échéance des prochaines élections municipales, mais de contraindre les copropriétaires à la vente sous le prix du marché. Un copropriétaire a été notifié par lettre recommandée en accusé-réception de mars 2021 par le maire de la ville de Houille la nécessité pour la copropriété d'engager des travaux pour répondre à ses obligations légales, alors que le maintien de la copropriété dans la zone de projet d'étude dissuade la réalisation de ces travaux en raison de l'incertitude quant au devenir de la copropriété. En effet, la loi ALUR impose des travaux de rénovation énergétique sous peine de sanction des propriétaires bailleurs d'une interdiction de louer et doit être mis en place un plan pluriannuel de travaux. La ville n'ayant jamais répondu, cette copropriété se trouve donc aujourd'hui dans l'impossibilité temporelle de répondre à ses obligations légales et se trouve exposée à une hausse du contentieux locatif. La situation ne peut perdurer ainsi pour cette copropriété, d'autant plus qu'aucune solution de relogement n'est prévue et que le planning actuel de réalisation des travaux, s'il devait être maintenu, ne permettrait pas d'espérer le quartier achevé avant une dizaine d'années. Il faudrait donc que ces copropriétaires se débrouillent par leurs propres moyens pour se reloger ailleurs. Rien non plus n'est prévu pour maintenir les professions libérales dans notre commune. Faut-il en effet rappeler qu'au 14 avenue de Gaulle exercent plusieurs médecins qui risquent de devoir quitter leur cabinet sans forcément trouver de solution pérenne pour rester dans notre ville, ce qui aggraverait la désertification médicale que chacun constate et surtout subit désormais à Houille. À ce sujet, vous n'avez pas répondu à ce jour ni à la lettre que vous ont adressée des praticiens du centre-ville, ni à la lettre ouverte signée par l'ensemble des élus d'opposition de ce conseil municipal au sujet de la maison de santé, pour laquelle vous vous étiez pourtant engagé dès 2017 auprès de Madame Lebec, députée de notre circonscription. Quant au bureau prévu de l'autre côté de la gare et destiné aux professions indépendantes ou libérales, ils ne sont pas prêts d'être construits. Conforter l'attractivité de la ville n'est-il pourtant pas un de vos leitmotifs? En vous remerciant par avance pour vos réponses. Merci, Monsieur Miquel. Merci. Alors, il n'existe à ce jour aucun lien contractuel entre la commune et la société Times Square Properties. Il reste que la société Times Square Properties est le propriétaire privé majoritaire des terrains du secteur gare. À la suite du décès de M. Hott, le 2 mai dernier, un administrateur provisoire a été mandaté. Par un jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société. Un liquidateur judiciaire a été nommé. Ce dernier exerce à la place du débiteur ses droits et actions sur ses biens pendant toute la durée de la liquidation. Plus concrètement, le liquidateur est amené à vérifier les créances et à effectuer la vente des biens pour payer les créanciers. Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire désigne également le juge-commissaire qui est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. La ville examinera avec l'établissement public foncier et, le cas échéant, un conseil juridique, la meilleure façon de faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. La ville n'a aucune raison de contraindre, entre guillemets, le juge-commissaire, car elle n'a aucune créance à faire valoir. Je l'ai dit régulièrement ici, l'enjeu tient à la maîtrise foncière et notamment vis-à-vis des terrains appartenant à Times Square Properties. Mais la copropriété au-dessus de l'Intermarché est également partie prenante, quoi qu'il arrive, car elle est prise dans un ensemble foncier qui a vocation à muter. C'est la raison pour laquelle l'établissement public foncier, à notre demande, est allé au-devant des copropriétaires pour connaître leurs intentions et dire que si certains souhaitent céder leurs biens, ils peuvent engager un dialogue avec l'établissement public foncier sur le prix de vente. À cette occasion, l'établissement public foncier a pris soin, en toute transparence, d'expliquer toutes les procédures envisagées, dont, rappelons-le, l'objectif est de permettre la réalisation d'un projet nécessaire, attendu et d'utilité publique. Sur ce sujet, je ne crois pas utile d'agiter des peurs.
Nous sommes dans un état de droit et celui de la propriété privée est fort heureusement bien préservé. Notre ambition est de permettre de sortir de la situation ridicule du passé. Pour cela, nous assumons de faire des choix sans nous préoccuper des contingences électorales que vous évoquez et qui me semblent hors de propos. L'année 2023 sera consacrée à stabiliser un projet urbain, un projet d'aménagement et une programmation en concertation avec les habitants, à la traduction du projet retenu dans le PLU et à décider d'un mode opératoire. La stratégie foncière vis-à-vis des terrains Times Square Properties sera sera affinée dans le même temps en fonction des résultats de la procédure de liquidation. Le planning prévisionnel de l'étude qui va démarrer en janvier 2023, le groupement d'études étant désigné, permettra de mieux appréhender la stratégie concernant la copropriété d'ici mi-2023, puisque c'est à cette échéance que le scénario d'aménagement du secteur gare aura été retenu. La convention de veille foncière modifiée entre la ville et l'établissement public foncier d'Île-de-France a été signée le 29 août 2022. Des acquisitions d'opportunités peuvent désormais intervenir. Évidemment, le moment venu, le maintien des professions libérales sur le secteur sera étudié. Les professionnels de la rue Marceau ont par ailleurs reçu une réponse la semaine dernière. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'on a épuisé les questions orales du groupe ACES. Monsieur Hérault, vous avez des questions orales. Oui, alors, lors du débat de ce jour sur le PDD, nous avons évoqué la question des logements sociaux. Pourriez-vous m'indiquer combien il y a de demandes de logement social en attente actuellement à Houille et quels sont les délais moyens d'attente pour accéder à une location d'un F1 ou d'un F2, d'un F3 ou d'un F4 ? Madame Prime pour vous répondre. À date, les services municipaux comptabilisent 1898 demandes de logements sociaux pour lesquelles la commune de Houille apparaît en premier choix. Les délais d'attente dépendent de la typologie de logement. Plus les biens sont grands et rares, et plus l'attente est longue. On estime que pour un T1, T2, l'attente est de 3 à 5 ans, de 5 à 7 ans pour un T3, de 7 à 10 ans pour un T4 et plus de 10 ans pour un T5. Ce délai est très lié à la tension sur le marché immobilier en Île-de-France, mais aussi au fait que les ménages occupent plus longuement les grands logements. Une étude de la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, la DRIL, d'Île-de-France de 2020, établissait le délai moyen entre le dépôt de la demande et la signature du bail à 33 mois. C'était 2 mois de plus que 2 ans plus tôt. Pour rappel, ce même rapport indique que début 2020, il y avait 737 128 demandeurs de logement social sur le territoire francilien. À titre d'exemple, au niveau national, sur les seuls T1, il y a 20 demandes pour une attribution. Chacun comprend donc la tension et la longueur des attributions. Merci, Monsieur Hérault. Vous avez toujours la parole pour la suite de vos questions. Alors, s'agissant du refus de la participation de l'opposition aux permanences des élus de la majorité municipale les jours de marché. Alors j'ai bien noté, donc à la suite de ma question orale lors du conseil municipal de novembre dernier, votre refus d'associer l'ensemble des élus aux permanences dénommées les élus à votre rencontre, que la ville organise un samedi matin par mois sur la place de l'hôtel de ville. Dans votre réponse, vous m'avez également invité à utiliser mes indemnités financières, enfin indemnités de conseiller municipal, soit 80 € environ par mois, pour me payer un stand si je voulais en faire de même. Pourriez-vous me confirmer que le stand utilisé par les élus de l'opposition a bien été payé avec leurs indemnités, qui cumulées sont 100 fois supérieures aux miennes? Et dans le cas contraire, si c'était comme je le crois à la ville qui avait acheté ce stand, seriez-vous d'accord pour le mettre à disposition des élus de l'opposition pour qu'ils puissent organiser leur propre permanence? Cette mutualisation des moyens éviterait une consommation inutile de ressources et d'énergie et serait donc tout à fait cohérente avec une démarche d'éco-responsabilité à laquelle, je sais, vous êtes attachés. Madame Labousse pour vous répondre. Ma réponse va être bref.
Je voudrais tout d'abord lever une ambiguïté. Personne ne vous a jamais demandé d'utiliser votre indemnité pour acheter ou louer un stand. Ce que vous a été répondu, c'est que contrairement à ce que vos questions laissaient penser, notre majorité respecte les droits d'expression de l'opposition et lui accorde des moyens que toutes les villes n'accordent pas. Pour le reste, je pense que notre réponse lors du dernier conseil municipal était claire et sans ambiguïté, donc je vous y renvoie. Je vous laisse la parole pour la suite de vos questions, monsieur Hérault. Alors, absence d'espace pour l'opposition dans la lettre du maire d'octobre 2022. En octobre 2022, vous avez diffusé dans toutes les boîtes aux lettres de la ville un nouveau document de 8 pages intitulé « Lettre du maire » ou « à voix haute ». Amplifions la dynamique. Vous avez décidé de ne laisser aucun espace d'expression à l'opposition dans le document. Or, lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin d'information générale sur ses réalisations et sa gestion, un espace est réservé à l'opposition. Cette obligation concerne toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, quelle que soit la forme qu'elle revêt. Au travers de cet arrêt, la Cour administrative d'appel a également précisé la notion de bulletin d'information en indiquant que toute mise à disposition du public, etc., etc. Lors du conseil municipal de novembre 2022, vous avez répondu que votre interprétation de la loi et de sa jurisprudence vous exonérait de le faire, car la lettre du maire d'octobre 2022 était courte et ne faisait que 8 pages. J'ai noté que dans la lettre du maire d'octobre 2022, le document de 8 pages comprenait 6 pages à caractère informatif, présentant les résultats de l'enquête ou à voix haute, et 2 pages à caractère politique avec l'édito du maire et l'interview de M. Audrechy. À titre de comparaison, l'Ovillois-Mac de décembre 2022 comprend 28 pages, 3 pages à caractère politique, 2 pour les tribunes politiques et de l'opposition, 18 à caractère informatif et 5 pages de publicité. En résumé, pour la lettre du maire d'octobre 2022, 2 pages à caractère politique ne donnent pas droit à un espace pour l'opposition, et pour l'Ovillois-Mag, 3 pages à caractère politique donnent droit à un espace d'expression partagé entre l'opposition et la majorité. Afin d'éviter d'autres débats dans le futur et défendre le droit d'expression de l'opposition à Houille, pourriez-vous nous indiquer vos critères pour décider de donner ou non une tribune à l'opposition municipale dans vos publications passées et futures? Merci. Madame Labousse pour vous répondre. Je note que là encore, il s'agit de la même question que lors du dernier conseil municipal. Donc je vais juste apporter quelques précisions. Ce que vous appelez nos critères ne sont pas des choix discrétionnaires, mais ici des jurisprudences constantes. Lorsque nous avons mis en place des tribunes sur la page Facebook de la ville pour les oppositions, nous l'avons fait parce que le juge administratif a pu considérer que cette page est un bulletin d'information générale. Nous ne l'avons pas fait pour Twitter, Instagram ou LinkedIn parce qu'il ne considère pas qu'il s'agisse de bulletins d'information généraux. Ce n'est pas un ratio entre propos politiques et informations qui impose ou non des tribunes politiques. Pour qu'il s'agisse d'un bulletin d'information générale, il faut de manière cumulative une récurrence. 2 lettres du maire ont été publiées, une régularité, elles ne le sont pas, et un contenu général, alors que ce sont des sujets très particuliers qui étaient traités. Il ne vous aura pas échappé qu'il existe de nombreuses publications dans lesquelles il n'y a pas de tribune. Le guide de la rentrée, celui des sports, des publications spécifiques. Au risque de me répéter, les lettres du maire ne relèvent pas de bulletins d'information généraux et ne sont pas soumis à l'insertion de tribunes. Merci. Vous avez toujours la parole, monsieur Hérault, pour la suite de vos questions. Alors, Friche de la Gare. En page 7 de votre lettre du maire d'octobre 2022, vous indiquez que 5 priorités en matière de projets structurants ressortent du dispositif Houille à voix haute, à savoir, je cite, « Dans un premier temps, les Auvillois ont identifié la Friche de la Gare. Dans un second temps, la promotion des mobilités douces, la révision du plan de circulation, la création d'espaces verts et d'une salle de spectacle. » Je note que l'ensemble des demandes figuraient déjà au cœur de votre programme, de notre programme pour être précis.
Ces demandes n'ont donc pas pu vous surprendre et je sais que la majorité municipale travaille à y répondre depuis le premier jour de son élection en juillet 2020. Je souhaiterais donc savoir en quelle année pensez-vous que la friche de la gare pourrait être définitivement reconstruite et livrée, en 2028 ou en 2030? Monsieur Audrechy, pour vous répondre. Alors sur le sujet du quartier de la Gare, Monsieur Mickel a apporté tous les éléments détaillés. Vous l'avez compris, le sujet principal, c'est la maîtrise du foncier. Donc on ne va pas vous promettre de date aujourd'hui. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le sujet de la maîtrise du foncier. Je vous confirme aussi que nous travaillons depuis juillet 2020 à la mise en œuvre de notre programme, en effet. Et même s'il y a eu à l'époque un travail de diagnostic de terrain et de proposition, nous ne devons jamais nous priver d'échanger avec les Auvillois qui sont toujours promptes à apporter des idées neuves pour leur ville. La démocratie participative, les réunions avec les habitants, cela n'a pas pour seul objectif de collecter des demandes de grands projets. C'est aussi de faire dialoguer entre eux des personnes qui voient la ville différemment, qui arrivent avec des attentes différentes, d'apporter la contradiction, d'enrichir aussi avec des demandes d'action et de projets de moindre ampleur, mais tout aussi importants pour eux. L'Observatoire citoyen mis en place il y a quelques semaines va permettre de suivre toutes ces demandes. Et pour revenir donc à l'aménagement du quartier de la Gare, nous aurons l'occasion d'en reparler régulièrement, d'autant que ce projet lancé début 2023 sera mené encore une fois en écoutant les Auvillois. Merci. Je vous redonne la parole, monsieur. Alors, dans la continuité de la question précédente, quand serez-vous en mesure de présenter un plan de promotion des mobilités douces à Houille et à quel horizon pensez-vous que les Auvillois verront une amélioration significative de leurs conditions de mobilité à pied, en vélo ou en transport en commun? Merci, monsieur Audrechy. Concernant les mobilités en transport en commun, nous avons lancé l'expérimentation d'une navette électrique jusqu'en juillet 2023 et nous sommes mobilisés pour en faire un succès et créer les conditions d'une pérennisation par Île-de-France Mobilité, qui pourra d'ailleurs en élargir les horaires et ajuster le tracé actuel. Ce sera aussi l'occasion de revisiter le réseau de bus qui traverse notre ville. Tout cela avec l'agglomération. Avec l'agglomération également, nous avons lancé l'expérimentation sur les micromobilités avec l'opérateur tiers. Le succès ne se dément pas et montre que cela répond à un besoin de plusieurs centaines d'Auvillois. Concernant les mobilités à pied, le plan pluriannuel de rénovation de la voirie, avec un budget annuel plus que doublé depuis cette année, 2022, vise à améliorer la circulation sur nos trottoirs. Il y a beaucoup à faire compte tenu du sous-investissement dans ce domaine depuis trop longtemps. La rénovation sur une partie de la rue Émile Combes cet été est un exemple de rénovation au bénéfice des piétons. Les conseils de quartier nous font en ce moment même une cartographie des lieux les plus dangereux pour les piétons et les vélos. Nous en tiendrons compte pour nos priorités d'action dès 2023. Plus largement, le schéma directeur des mobilités et des stationnements va être lancé début 2023. On en a parlé à de nombreuses reprises, en mode participatif également. Une action spécifique au trajet domicile-école est aussi en cours au niveau de l'école d'Étrave. Et les événements locaux autour de la mobilité, organisés par l'agglomération, les associations locales que je remercie, contribuent aussi beaucoup à la promotion des mobilités douces. J'en profite pour passer un message à nos amis cyclistes, puisque nous sommes en période hivernale et nous voyons encore trop souvent des personnes circulant en vélo en fin de journée sans aucune visibilité. C'est vraiment beaucoup trop dangereux pour tout le monde. Merci. Je vous redonne la parole, monsieur Hérault, pour vos questions suivantes. Alors, toujours à la suite de la question précédente, quand pensez-vous qu'un plan de circulation pourrait être présenté aux Auvillois et quand pourrait-il être mis en œuvre? Plan de circulation automobile. Non. Monsieur Audrechy, pour vous répondre. Donc le nouveau plan de circulation sera produit à l'issue de l'étude qui va donc être lancée dans quelques semaines, avec un plan pluriannuel d'adaptation des mobilités et des stationnements. Donc le plan de circulation sera produit, on va dire, au deuxième semestre 2023. Certaines actions seront menées sans attendre la production de ce nouveau plan de circulation. Je pense en particulier à la quasi-généralisation de la vitesse maximale à 30 km/h dans la ville.
Question numéro 10, Monsieur Hérault. Alors, toujours à la suite de cette analyse de Houille à voix haute, quand pensez-vous enfin inaugurer une nouvelle salle de spectacle à Houille? Madame Dubois-Loya pour vous répondre. Concernant la salle de spectacle, effectivement, la précédente municipalité portait un projet de ce type qui n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, l'idée d'un espace dédié au spectacle vivant demeure. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, lors de Houille à voix haute, les Auvillois ont évoqué leur souhait de sortir dans leur ville. Sur le constat d'abord, il faut se garder d'une ambition qui ne serait pas en accord avec le besoin. Nous connaissons tous ici des villes qui, chaque année, financent les pertes d'une salle mal pensée parce que trop grande. Parce qu'en concurrence avec d'autres équipements, parce que trop peu polyvalente. Nous souhaitons absolument éviter cette ornière dans un territoire, redisons-le, où existe déjà une offre conséquente. Sans les lister toutes, rappelons le théâtre de Sartrouville, le théâtre Paul-Éluard de Beson, le centre dramatique de Nanterre, le théâtre du Vésinet, le théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain et beaucoup d'autres salles de dimensions variables comme la Clé à Saint-Germain, le centre culturel Jean Villard situé à Marly-le-Roi, le quai 3 au Pâques, etc., etc. Pour ne citer que quelques exemples. Il nous faut donc prendre le temps de construire un projet avec une offre adéquate, un projet urbain aussi, alors que nous révisons le PLU, un projet équilibré, donc polymorphe dans ses usages, et un projet viable économiquement. Il est évident que ce travail et le budget nécessaire, dans un contexte que vous connaissez, nécessitent une projection à plusieurs années. C'est le lot des équipements de ce type, et c'est pour cela que nous avons souhaité prioriser la maison Schellcher, dont la livraison est prévue pour 2025. La salle de spectacle commandait un travail et un budget tout à fait différents. Merci. Monsieur Hérault, vous avez toujours la parole pour vos questions suivantes. Alors, observatoire citoyen, la majorité municipale a décidé de prolonger le dispositif Houille à voix haute en créant un observatoire citoyen permanent permettant à tous les habitants d'apporter leur soutien aux 357 propositions identifiées lors des réunions de Houille à voix haute. Pourriez-vous m'indiquer le coût humain matériel de ce nouveau dispositif à date et prévisionnel sur 3 ans, et notamment le coût pour la plateforme numérique Clapotis qui a été choisie? Pourriez-vous m'indiquer les actes administratifs qui ont permis la mise en place de cet observatoire et me les transmettre? Pourriez-vous m'indiquer à date combien d'Auvillois ont ouvert un compte sur la plateforme Clapotis et voté au moyen de cet observatoire? Merci, Monsieur Audrechy. Nous avons effectivement choisi de prolonger Houille à voix haute au travers d'un observatoire citoyen où chacun peut voir, soutenir et suivre les idées qu'il voudrait être mises en œuvre dans sa ville. Ce dernier a été lancé le 15 novembre, comme promis lors de la réunion de restitution du 15 octobre. Alors, au 29 novembre, nous avions eu, depuis le lancement le 15 novembre, 6168 vues consultées lors de 531 visites réalisées par 324 utilisateurs uniques et qui ont déposé 692 likes, donc j'aime, sur 241 propositions différentes. La durée d'engagement est bonne. Excusez-moi, je ne vois plus le texte. Je vous demande juste quelques secondes. Donc au 29 novembre, voilà, la durée d'engagement est bonne. Temps de lecture sur le site puisque supérieur à 4 minutes. Au 10 décembre, nous avons 16 000 vues consultées lors de 1059 visites par 555 utilisateurs uniques et qui ont déposé 1167 likes sur 267 propositions différentes, avec une durée d'engagement qui augmente. Donc le temps de lecture sur le site supérieur à 6 minutes. La société Clapotis a été rémunérée 11 900 € pour la création de la plateforme et l'intégration des données. Une décision du maire rend compte du contrat signé entre la ville et la société Clapotis. Pour les engagements à venir, nous avons reçu une proposition de Clapotis sur laquelle nous discutons. Les sommes seront bien sûr inscrites au budget à venir
Et enfin, cette plateforme pourrait intégrer des propositions citoyennes venant d'autres dispositifs participatifs. Merci. Monsieur Hérault, vous avez toujours la parole pour la suite de vos questions orales. Alors, seuil de la consultation de la COMAPA. Dans ma tribune municipale Facebook de novembre 2022, j'ai démontré comment le montage de l'appel d'offres pour la sélection du prestataire Ouïe à voix haute avait mécaniquement conduit à sélectionner l'un des prestataires les plus chers. Par ailleurs, cette sélection s'est faite sans consulter la commission d'appel COMAPA, alors qu'au final, le coût du dispositif va dépasser de beaucoup le montant minimal pour que la COMAPA soit réunie, qui est pour mémoire de 215 000 €. En effet, 150 KE pour le prestataire, puis 50 pour la communication, plus les coûts d'organisation et maintenant le coût de l'observatoire citoyen. Envisagez-vous de revoir les règles de consultation et d'abaisser le seuil de consultation de la COMAPA pour lui permettre d'être davantage consulté sur les appels d'offres dans le but de rendre plus efficiente notre commande publique? Merci. Monsieur De Camaret pour vous répondre. Alors, donc concernant cette consultation Ouïe ville à voix haute, qui revient assez souvent sur la table, donc pour rappel, effectivement, il y a un appel d'offres qui a été lancé sur la base d'un besoin exprimé en interne et retranscrit ensuite dans un cahier des charges. La note globale qui a permis de choisir le candidat le mieux placé était constituée à la fois d'une note technique et d'une note financière qui en fait correspond au prix et au coût. L'offre de grand public était la mieux placée sur le critère technique, compte tenu de la méthodologie et des moyens humains, capacité de déploiement sur le terrain qu'ils avaient l'intention de mettre sur leur intervention. Alors certes, il était moins bien placé sur le second critère concernant le prix. Mais pour information, après une petite analyse, il s'avère que si la pondération avait été de 60-40 et non pas de 70-30, donc en accentuant davantage la partie financière, ce prestataire restait toujours en tête des 5 candidats agréés. Dans votre démonstration, vous additionnez des prestations qui effectivement n'ont pas à l'être car émanant de prestataires différents. En effet, les procédures applicables sont regardées selon les montants des contrats et non selon un dispositif ou un projet global. La somme des contrats par les entreprises différentes pour des prestations différentes, qu'on appellerait plutôt un projet, qui pour le coup intégrerait effectivement Clapotis ou la publication de la publicité. En fait, on ne peut pas les agréger parce qu'en fait, on fait appel à des prestataires totalement différents sur des prestations totalement différentes. La COMAPA dont nous avons et vous avez voté le règlement intérieur le 23 septembre 2020 se déclenche effectivement à partir du seuil de 215 000 € hors taxes et pour des prestations particulières, procédures adaptées de travaux, de services sociaux ou autres services spécifiques. Il n'y avait pas de raison particulière sur cette consultation pour vouloir déroger à une règle validée et qui s'est appliquée de la même façon sur l'ensemble des autres consultations depuis le début du mandat. Je rappelle par ailleurs que ce seuil de 215 000 € est fixé par un avis relatif au seuil de procédure et la liste des autorités publiques centrales et en droit de la commande publique, publié au journal officiel du 9 décembre 2021. Il fixe les nouveaux seuils de procédure formalisés pour la passation des marchés publics et des contrats de concession conformément au règlement délégué. Et donc pour conclure et pour vous répondre, non, aujourd'hui nous n'envisageons pas de revoir les règles de consultation et d'abaisser le seuil de consultation de la COMAPA qui restera donc à 215 000 € hors taxes. Merci. Je vous redonne la parole, Monsieur Hérault, pour la suite de vos questions orales. Je constate que la municipalité fait régulièrement appel depuis le début du mandat au même cabinet de chasseurs de tête pour recruter son personnel sans réaliser d'appel d'offres et donc aucune mise en concurrence. En commission préparatoire au conseil municipal de novembre 2022, vous nous avez informé que ce cabinet était en ce moment chargé de rechercher un directeur financier et un directeur financier adjoint, poste vacant depuis plus de 6 mois à ma connaissance. Pourriez-vous nous indiquer où en est ce recrutement ? Depuis le début du mandat et à date, combien de postes et pour lesquels avez-vous fait appel à ce cabinet et pour quel montant total? Êtes-vous satisfait des recrutements réalisés? Pourriez-vous nous partager l'analyse de ce cabinet de chasseurs de tête sur les difficultés que rencontre notre ville à recruter ces profils? S'agit-il de difficultés liées à la rémunération ou au contenu du poste ou à ses perspectives d'évolution ou encore au projet politique qu'il est proposé à ses agents de mettre en œuvre? Ne pensez-vous pas qu'il pourrait être utile d'organiser un appel d'offres si ce besoin d'aide est amené à perdurer et le cas échéant, envisagez-vous de consulter la COMAPA pour cela? Monsieur Chambert pour vous répondre. Merci.
Donc il y a plusieurs questions dans cette question, je vais tâcher d'y répondre à toutes. Sur la consultation de la Comapab, je renvoie à la réponse de mon collègue Gilles de Camaret. Sur 2023, il n'est pas prévu d'avoir ce besoin-là. Si c'était le cas, on pourrait se reposer la question pour voir si l'équipe des marchés publics pourrait nous apporter une force et un avantage en termes de négociation. Mais c'est pas du tout l'objectif, c'est pas du tout ce qui est prévu, en tout cas sur 2023, d'avoir recours à ce type de prestations. Ensuite, il y a plusieurs cabinets qui ont été consultés. Vous avez cité Quadra, consultant, mais il y a aussi Michael Page et le KRH. Donc ces missions visaient à recruter à la fois un directeur de l'aménagement, ce qui a été fait, un DSI qui a été fait, une DRH qui a été fait. Et on a encore ouvert 2 postes au niveau de la direction des finances, son directeur et son adjoint. Et puis, un poste est ouvert aussi, c'est le chef de projet espace public et environnement assainissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur ces postes, le cabinet de recrutement a permis vraiment de faciliter et puis d'accélérer 4 des recrutements que je citais là. Et comme vous le savez, la ville recherche toujours son directeur financier. C'est des postes qui sont très contraints, sur lesquels on est en très très forte concurrence et sur lesquels il y a assez peu de mouvement. D'après les retours du cabinet qui nous accompagne sur ce point-là, on a eu peu de candidatures qui étaient vraiment intéressantes, des profils qui sont globalement assez juniors et qui demandent des salaires qui sont bien au-delà des grilles des collectivités territoriales qu'on pourrait leur offrir. C'est là où on voit qu'on est en concurrence directe avec d'autres secteurs comme le privé. Donc ce n'est pas propre à notre commune, mais c'est surtout qu'aujourd'hui les gens vont rechercher aussi, d'après là je vous cite le retour du cabinet, les gens vont rechercher aussi un besoin de proximité, d'équipe de vie professionnelle et personnelle plus fort, qui fait que nous, ça réduit mécaniquement le nombre potentiel de candidats qui se présentent. Donc voilà pour ces éléments. Merci Monsieur Chambert et Monsieur Hérault. Il vous reste encore 2 questions si je ne m'abuse. Je vous en prie. Alors, politique de sécurité. Le 18 novembre dernier, le Parisien 78 publiait le classement des villes les plus sûres et où il figurait en première place de toutes les villes de plus de 20 000 habitants des Yvelines. Sur votre compte Facebook, le 26 novembre, vous êtes félicité de ce résultat et avez indiqué que ces résultats ont été permis grâce notamment aux nouveaux locaux mis à disposition de la police municipale, à leur armement, au travail fait sur la vidéoprotection, à l'extension des horaires avec une brigade le soir, à la mise en place de voisins vigilants. Les chiffres du ministère de l'Intérieur utilisés par le Parisien pour construire leur classement portent sur les agressions, les vols et les cambriolages en 2021, mais également sur leur évolution entre 2019 et 2021. À ma connaissance, les nouveaux locaux de la police municipale ont été inaugurés en septembre 2021. L'armement a été pleinement opérationnel que fin 2021, ainsi que la brigade du soir et les caméras piétons en janvier 2022. Les patrouilles à vélo, c'est septembre 2022, et l'arrivée du maître chien annoncé dans la presse en janvier 2021 n'est restée que quelques semaines. Enfin, le dispositif voisin vigilant en est, à l'heure qu'il est, à ses tout débuts. Je vous remercie de me corriger sur ces différentes dates, mais je note tout de même un certain nombre d'anachronismes dans votre intervention publique sur Facebook. Cela étant, pourrions-nous convenir ensemble ce soir que le dispositif que vous avez mis en œuvre n'était pas encore pleinement opérationnel en 2021 et que la prochaine enquête du Parisien sur les chiffres 2022 nous permettra d'évaluer la réussite de votre politique de sécurité. Merci. Madame Orozco pour vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Hérault, pour me donner l'occasion de faire un petit point de situation sur là où nous en sommes en termes de prévention et de sécurité. Alors, en préambule, je vais quand même dire que, personnellement, je me méfie toujours de ce type d'article. Je ne méjuge pas la façon méthodologique dont les journalistes se sont pris pour faire un tel article, un classement, mais on sait très bien quelles sont les limites. Et je pense qu'il ne faut pas trop se glosser de ce type d'article. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, par rapport à la situation aujourd'hui, même si on ne va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait, on avance quand même sur ces sujets. Alors, vous avez rappelé un certain nombre de faits. Effectivement, depuis le début du mandat, on a des locaux qui sont beaucoup plus adaptés à la configuration de la ville et qui permettent d'accueillir dans de bonnes conditions les agents de la police municipale. On a des véhicules qui sont adaptés, des matériels qui sont de plus en plus adaptés, une salle maintenant qui est dédiée au centre de sécurité urbaine avec des
des écrans qui fonctionnent, et puis un système globalement qui fonctionne de raccordement des caméras. J'ai eu l'occasion de le citer précédemment. Au plan humain, malheureusement, nous sommes soumis aux mêmes problématiques et aux mêmes aléas que d'autres villes. Voilà, la gestion RH en police municipale rencontre un certain nombre de difficultés de recrutement, difficultés de fidélisation, difficultés de montée en compétences. Et ce qu'on vit à Houille est malheureusement le cas dans d'autres villes. Néanmoins, sur ce front-là, nous progressons aussi. On a maintenant un chef de police municipale que vous avez l'occasion de côtoyer, qui est en place, qui a pris ses marques. On a une équipe, une partie de l'équipe de 5 agents qui est stabilisée, formée et qui, pour certains, est en attente d'un agrément concernant l'armement. On a un responsable de CSU qui est maintenant opérationnel. Donc, on a des choses qui... au plan humain qui ont avancé, et mi-janvier, on devrait pouvoir recruter un agent qui, pour le coup, arrivera armé et qui permettra d'avoir une brigade opérationnelle le soir jusqu'à 22h, au minimum 4 soirs par semaine. Voilà, donc on avance aussi sur l'extension des horaires que vous avez évoqués. S'agissant, alors les moyens, c'est une chose. Maintenant, en termes de résultats, s'agissant des résultats, nous avons eu effectivement chiffres du ministère intérieur à l'appui, les chiffres qui prouvent que globalement, entre novembre 2021 et novembre 2022, je ne me prononcerai pas sur les années précédentes, nous avons eu beaucoup moins de cambriolages que les villes environnantes. Et sur le reste des délits, alors on n'a pas tous les chiffres, mais lors du CLSPD, donc le Conseil local sécurité et prévention qui est organisé le 19 janvier prochain, on espère pouvoir objectiver et rendre factuelle la situation. Et je précise que, bien sûr, par groupe de l'opposition, vous êtes conviés au CLSPD, pas de souci. Voilà, donc on aura des chiffres certainement plus précis à vous communiquer, mais oui, en termes de cambriolage, on a eu de meilleurs résultats, si je puis dire, dans le bon sens du terme, que les autres villes. Il y a eu une recrudescence, et je sais que ça a été souligné sur certains groupes de communication, une recrudescence ces dernières semaines du fait d'une même bande, visiblement, qui agissait. Et voilà, une enquête est en cours, et cette recrudescence ces derniers temps est assez exceptionnelle par rapport au flux du nombre de cambriolages les années précédentes. Voilà, que puis-je dire d'autre? Alors, néanmoins, beaucoup de riverains se sentent encore en insécurité ou sont témoins de faits qui sont, selon eux, répréhensibles et qui, selon eux, restent impunis. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons réuni notamment un certain nombre de riverains et représentants de locataires, de propriétaires des résidences Pharaon-Genet qui attestent que, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a encore à recruter des agents à hauteur du nombre de postes à pourvoir, déjà, parce qu'on n'a pas pourvu tous les postes, et puis avec les compétences attendues. On a encore un certain plan d'extension du nombre de caméras à mettre en place sur la ville. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette dernière année, il y a un certain nombre de cas qui ont été résolus grâce à la vidéoprotection. Donc on est confiant dans l'augmentation du nombre de caméras et sur les bénéfices qu'on peut en attendre. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et pour rebondir sur ce que disait mon collègue précédemment en termes de politique de la ville, bien sûr la prévention sécurité, ça s'inscrit dans une politique un peu plus globale, et il va falloir qu'on trouve aussi des leviers par ailleurs pour détendre une certaine situation de tension sociale et des choses qui sont parfois plus de l'ordre de l'incivilité prégnante et qui irritent fortement les riverains, et puis des enjeux de sécurité pure que peuvent représenter une partie des forces de sécurité intérieure sur la ville. Voilà. Merci. Et Monsieur Hérault, je vous donne la parole pour votre dernière question orale. Merci. Donc,
pôle de santé rue Marceau et maison médicale. Donc j'ai entendu tout à l'heure que la réponse au courrier a été adressée, mais a priori ça doit être après que j'ai posé ma question, mercredi dernier. Donc je la pose quand même. J'ai pris connaissance dans l'article d'Actu 78 du 2 décembre dernier de vos dernières actions en vue d'ouvrir une nouvelle maison médicale à Houille début 2025. Pourriez-vous nous confirmer que vous avez trouvé une solution provisoire dans des locaux disponibles vers février 2023 ? Pourriez-vous nous en dire plus ? Avez-vous prévu de contacter les docteurs du cabinet Michelet et de répondre aux courriers qui vous ont adressé le 11 octobre dernier pour vous alerter sur leur situation ? Merci. Madame Prime pour vous répondre. J'imagine que vous évoquez le cabinet de médecins installé rue Marceau et non Michelet. Une réponse a été apportée au courrier des médecins du cabinet de la rue Marceau. La ville dialogue actuellement avec les professionnels de santé afin de constituer une communauté de professionnels prêts à s'engager dans le projet de la maison médicale. Elle le fait avec des praticiens déjà installés à Houille et qui souhaitent poursuivre leur activité sur notre ville, mais également avec des instances représentant les praticiens à une échelle plus importante, à l'image de l'Union régionale des professionnels de santé, l'URPS médecins. Au-delà de la maison médicale, et parce que son échéance n'est pas immédiate, nous souhaitons faciliter l'installation ou le déplacement des praticiens en les mettant en rapport avec des opérateurs à la recherche de locataires pour des cellules existantes ou à venir, comme par exemple dans le cadre de projets immobiliers en cours de construction. Par ailleurs, la ville a identifié plusieurs locaux dans son patrimoine et dans le parc privé qui pourraient présenter une opportunité d'y installer des professionnels de santé. La ville a déjà fait visiter certains de ces locaux à l'URPS médecins afin de savoir si leur configuration pouvait convenir à l'installation de professionnels de santé. Si tel était le cas, dans le patrimoine de la ville, elle ferait de leur occupation par des professionnels de santé une priorité par rapport à d'autres activités. De même, lorsque la ville identifie des locaux dont elle n'est pas propriétaire, elle œuvre à permettre la mise en relation et favoriser le dialogue entre propriétaires des murs et les professionnels de santé porteurs de projets. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, je clôt la séance. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 24 janvier 2023. Merci.